Olá, boa noite. Me chamo Anthony, não falo português, pero Jean vai traduzir tudo. Boa noite a todos. O Anthony é o diretor de marketing do organismo interprofissional dos vinhos do Beaujolais. Se chama Inter Beaujolais. E esse organismo ele defende as denominações de origem controlada. Ele compreende todos os produtores, os negociantes da região do Beaujolais e ele divulga os vinhos do Beaujolais no mundo inteiro. Je vais dans un premier temps vous donner un certain nombre d'informations pour vous faire redécouvrir cette région et ensuite nous dégusterons 4 vins. Vamos falar pouco da região do Beaujolais e dos vinhos do Beaujolais antes de fazer a degustação. Alors avant de commencer, je voulais vous poser une ou deux questions et savoir ce que vous connaissiez des vins du Beaujolais et quelle était l'image que vous en aviez. Então, antes de começar, ele vai fazer umas perguntas para vocês. Ele gostaria de saber, ele precisa saber o que significa vinhos do Beaujolais para vocês e se você conhece os vinhos do Beaujolais. Toutes les idées qui vous passent par la tête. Todas as ideias que passam pela cabeça, né? Allez, Beaujolais Nouveau, leve, fresco, tem acidez, bem frutado. Donc on a entendu un certain nombre d'idées intéressantes qui correspondent à peu près à l'image galvaudée que les gens ont du Beaujolais à l'heure actuelle. Ouvimos algumas ideias bem interessantes que correspondem, né, em geral, à ideia que se tem do Beaujolais no mundo inteiro, mas que é uma ideia errônea. J'ai entendu Beaujolais Nouveau, j'ai entendu léger, j'ai entendu acidité. Ele ouviu Beaujolais Nouveau, ouviu leve, ouviu acidez. Ça, c'est un peu l'image que les gens ont à l'heure actuelle, avec cette image de vin produit à une échelle industrielle, avec ces avions qui partent chaque année au mois de novembre, inonder le monde entier de vin, ou ces Japonais qui prennent un vin dans une piscine remplie de Beaujolais Nouveau. Essa ideia, né, de vinho industrial que vai todo ano, pega Boeing 747 e vai no mundo inteiro, viajando e sendo entregue, ou essa aqui é uma piscina de Beaujolais com japonês dentro da piscina, né, tomando banho de Beaujolais Nouveau, certo? Essa aqui é uma ideia falsa do Beaujolais. Donc ça, c'est à oublier. Vous faites une croix dessus. Et ce soir, on va vous montrer que le Beaujolais, c'est bien d'autres choses. Vamos esquecer isso, vamos fazer uma cruz, né, nisso, esquecer e descobrir as outras facetas do Beaujolais, a realidade. Alors le Beaujolais, c'est tout d'abord une très longue tradition viticole qui remonte à l'Antiquité, puisque les Romains, lorsqu'ils sont arrivés en France, qui s'appelait la Gaule à l'époque, ont planté les premières vignes dans la région. A região do Beaujolais tem uma tradição de vinho muito antiga, porque os romanos que invadiram a França, que era a Gália naquela época, né, plantaram primeiro as videiras na região do Beaujolais. Então faz mais de 2000 anos que se planta videira no Beaujolais, que se faz vinho. Le Beaujolais, c'est également une des régions les plus connues dans le monde, avec la Champagne et Bordeaux. É também uma das regiões mais conhecidas no mundo. Quando no mundo se pergunta vinho francês, se diz Bordeaux, Champagne e Beaujolais. Et c'est ensuite une région qui est très facile à comprendre, très facile à appréhender, puisque nous avons uniquement 12 appellations d'origine protégée, 2 cépages, le Gamay noir et le Chardonnay, et donc 3 couleurs de vin. E uma região também muito fácil de entender e de explicar, porque tem 12 denominações de origem protegida, em francês AOP, né? Tem 3 cores de vinho, tintos, rosé e brancos, e feitos com 2 castas, Gamay para os tintos e rosé e Chardonnay para os brancos. Et enfin, c'est une région qui bénéficie d'une diversité incroyable, à la fois de paysages, de sols et donc de vins. E, finalmente, é uma região que tem uma grande diversidade de paisagens, uma grande diversidade de solos, e isso leva até uma grande diversidade de tipos de vinho, de estilo de vinho. Pour comprendre ce qu'est l'essence même du Beaujolais, je vais vous montrer un certain nombre de photos. C'est toujours mieux de voir à quoi correspond une région. Para você sentir melhor, se aproximar da essência da região do Beaujolais, o Anthony escolheu algumas fotos, né, que a gente vai ver agora. Donc, tout
d'abord, le vignoble du Beaujolais est un vignoble vallonné qui ressemble à la petite Toscane. Primeiramente, como vocês veem, é vinhedo com muitas colinas, chamado também de Pequena Toscana. C'est également un vignoble qui est très rural, et vous voyez que nous n'avons aucune grande ville dans le vignoble, c'est la campagne. É uma região de vinhedos, é uma região muito rural, muito agrícola. Não tem grandes cidades nos vinhedos. C'est également une région dans laquelle nous avons de très nombreux châteaux, que j'appelle moi de vrais châteaux, puisque certains remontent au XIIe siècle, ce sont des châteaux forts, d'anciens châteaux forts, et nous allons jusqu'à l'époque Renaissance. Também é uma região onde se faz muito enoturismo, tem muitos castelos, se contam mais de 150, e são castelos de verdade, castelos da Idade Média fortificados do século XI até a Renascença, né, o século XVI. E o enoturismo está se desenvolvendo muito no Beaujolais, porque esses castelos são hotéis, às vezes até 4 estrelas, relais château, ou restaurantes, ou propriedade vinícola. Então você pode dormir lá e ver como faz o vinho, enfim, muito interessante. Alors le Beaujolais, c'est également un vignoble d'artisans où tous les travaux sont faits à la main. É uma região onde os viticultores, o vinhateiro, trabalha a videira dele, o vinhedo, com a mão, manualmente. Il y a deux raisons pour lesquelles les travaux sont faits à la main. La première, c'est que c'est un vignoble qui est très pentu. C'est le vignoble le plus pentu de France avec l'Alsace. Et la deuxième raison, c'est pour faire la vinification beaujolaise en grappe entière. Tem duas razões pela qual o manejo da videira e a colheita se faz manualmente. E porque são muitos íngremes, né? Os vinhedos são plantados em costas muito íngremes. Ele é o vinhedo mais íngreme com o vinhedo da Alsácia. E a segunda razão é porque a vendima tem que ser feita com cachos inteiros. A vinificação é feita com cachos inteiros. Então, para conseguir cachos inteiros, a colheita tem que ser feita manualmente. Alors j'ai entendu il y a quelques minutes que les vins du Beaujolais étaient des vins qui se buvaient jeunes. C'est faux, ils peuvent vieillir et ils bénéficient d'ailleurs de vieillissement pour atteindre leur apogée. A gente ouviu, né, que são vinhos que têm que ser bebidos jovens. Essa aqui é mais uma ideia falsa. Tem muitos Beaujolais que têm potencial de envelhecimento e muitas vezes até tem que envelhecer um pouco para melhorar, para se beneficiar mais, né? Alors les vins du Beaujolais, ce sont également des vins qui sont très versatiles puisqu'on peut les marier à tout type de cuisine dans le monde. Os vinhos do Beaujolais são também vinhos muito versáteis. Eles se harmonizam com muitas gastronomias diferentes no mundo. Et ça, c'est dû à leur style, puisque nous avons une acidité qui est assez élevée dans le Beaujolais, qui est rafraîchissante, comme l'on dit, ce qui permet d'équilibrer le vin. Et nous avons une structure organoleptique qui permet à nos vins de s'associer. Nous ne sommes pas très tanniques et nous avons un degré d'alcool modéré. Donc on dit que nos vins sont digestes. E os vinhos do Beaujolais são vinhos gastronômicos. Por quê? Porque a uva gamay tem uma acidez natural bastante elevada. E essa aqui permite fazer várias associações, né? São também vinhos frutados, que têm um certo tanino, uma certa estrutura, qui permet harmoniser com pratos. Et là, je vous ai mis quelques exemples d'opérations que nous avons pu faire dans différents pays, où nous avons associé nos vins à des tacos mexicains, par exemple, en Californie. Nous les avons mariés également à des fruits de mer au Canada, ou bien à de la cuisine fusion en Asie. Para mostrar isso, a Inter Beaujolais organiza eventos onde faz casamento, vinho, prato na cozinha. E aqui são alguns exemplos. Embaixo com tacos, foram harmonizados com tacos na Califórnia. Ou aí em cima com frutos do mar, produtos do mar no Canadá. Ou na Ásia com a gastronomie fusion acre, doce, moderna. Alors le Beaujolais, c'est une région qui est de plus en plus recommandée par des leaders d'opinion dans le monde entier. Ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque ces gens-là font des commentaires élogieux sur nos vins et les recommandent aux consommateurs.
De alguns anos para cá, no mundo inteiro, formadores de opiniões, sommeliers, grandes sommeliers renomados, estão fazendo elogio do Beaujolais e críticas muito boas do vinho. Donc je vous ai mis une sélection de gens ici. Vous reconnaîtrez Robert Parker et Jancis Robinson, hein, qui sont tous deux bien connus dans le monde entier. Mais j'aurais pu rajouter Walter Tomasi, qui est un journaliste bien connu à Sao Paulo et qui fait régulièrement des articles sur nos vins. Aqui a gente pode ver o Robert Parker, a Jancis Robinson, que são personagens muito conhecidos, famosos do mundo do vinho, críticos. E aqui em São Paulo tem um jornalista chamado Walter Tomasi, que faz bastante artigos sobre o Beaujolais também. Alors je vous ai mis un certain nombre de citations de ces gens-là pour vous montrer à quel point le Beaujolais revient à la mode. E esses aqui são comentários que foram feitos por esse pessoal, né, sobre o Beaujolais, que está voltando a ser um vinho de moda, na moda. Et on a même des gens qui commencent à dire que les vins du Beaujolais deviennent une très bonne alternative aux vins de Bourgogne qui sont faits à base de pinot noir. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Tem alguns deles e bastante até que estão dizendo que o Gamay está sendo uma boa alternativa ao Pinot Noir. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour faire du bon vin, il faut qu'on ait un sol qui nous permette d'avoir les éléments nécessaires à la culture de la vigne et à la culture du bon raisin. Para fazer bom vinho, tem que ter bom solo, né? Isso é muito importante para o cultivo da videira e para ter bom vinho. Alors, dans le Beaujolais, on a la chance d'avoir une grande diversité de sols, hein, qui nous permet d'avoir une grande diversité de vins. On a également de très nombreux terroirs et de très nombreux climats. Então, como vocês já viram, a gente tem no Beaujolais uma grande diversidade de solo, uma grande diversidade de terroir, de clima também, e tudo isso tem por consequência uma grande diversidade de vinhos, de estilos de vinhos. Alors, je ne suis pas géologue, je ne vais pas vous faire un cours sur les sols, je veux juste vous faire comprendre qu'avec tous ces sols différents, on n'a pas un style de Beaujolais, mais des styles très très différents selon la région dans laquelle on se trouve. Anthony não é geólogo, ele não vai fazer curso de geologia, mas ele vai mostrar para vocês a diversidade de solos do Beaujolais, que é uma região pequena, né, vinícola, e como isso age nas características dos vinhos. Alors, nous avons commencé en 2009 une étude pour analyser nos sols et nous avons creusé plusieurs centaines de fosses qui font 3 mètres de long par 2,50 mètres de profondeur afin d'analyser la nature de nos sols. Em 2009, o Inter-Beaujolais começou estudo dos solos da região e começaram a fazer fosses, buracos grandes de 3 metros de profundidade por 2 metros de largura para poder estudar os solos. Et les résultats ils sont résumés sous forme de sphères ici et nous permettent d'identifier la nature des sols au sein des différents crus du Beaujolais. E cada esfera aqui representa cru do Beaujolais. Eu lembro a vocês que tem 10, né? E as cores são os diferentes tipos de solo. Então, esse aqui mostra muito bem toda essa diversidade de solos. Alors, dans la couleur rouge-orangé, vous avez la partie granitique du vignoble qui reste majoritaire. Em vermelho alaranjado são os solos graníticos. E vocês veem, é a maioria, né? On a également de nombreux autres types de sols, comme des roches volcaniques très anciennes. Tem outros tipos de solos, como rochas vulcânicas muito antigas. On a des sols sableux, des sols argilo-calcaires, des marnes, des schistes. Tem solos arenosos, argilo-calcários, xistos. Des sols qui sont liés à l'érosion du vignoble également. Solos que são ligados à erosão dos solos dos vinhedos. Et donc tous ces types de sols différents vont permettre d'obtenir, selon l'appellation dans laquelle on se trouve, une typicité de vin bien particulière. Cada solo, né, se encontrando numa apelação de origem protegida, vai dar as características específicas aos vinhos dessa apelação, dessa denominação.
donc selon la nature du sol, on pourra aussi bien avoir des vins qui sont sur le fruit, sur la rondeur, que des vins qui sont très structurés, très complexes et qui vont avoir un grand potentiel de garde. Então, dependendo do estilo, dependendo do tipo de solo, a gente vai ter ou vinhos frutados, redondos, ou vinhos muito mais estruturados, complexos e que vão ter potencial de guarda muito longo. Et je vous dis tout ça pour oublier le style des vins du Beaujolais fait en style Beaujolais nouveau, qui sont eux sur le fruit, qui sont eux légers. Et là, nous sommes sur des vins complètement différents. Isso aqui é para mostrar para vocês, né, como é completamente diferente dos vinhos do Beaujolais Nouveau, esses vinhos frutados, leves. Alors, je vais vous donner maintenant quelques données clés sur les vins du Beaujolais. Tout d'abord, sa localisation en France. Agora, alguns dados sobre a região do Beaujolais, a sua localização na França. Alors, je vous montre ça parce que certaines personnes dans le monde nous placent soit dans la région de Chablis, soit dans la région du Rhône. O Anthony mostra isso e passa isso porque algumas pessoas no mundo colocam o Beaujolais ou na região de Chablis ou na região do Ródano aqui. En fait, le Beaujolais se situe à 35 km au nord de la ville de Lyon, qui est la deuxième ville de France, dans la partie centre-est de la France. A região do Beaujolais se encontra a 35 quilômetros da cidade de Lyon, né, que é a segunda cidade da França, e no centro-leste da França. Et nous sommes dans une région qui est montagneuse, puisque nous avons sur la partie ouest le Massif central, nous avons le Jura sur la partie nord-est et les Alpes à l'est. É uma região montanhosa, cercada de montanhas, né, o Massif central aqui, o Jura aqui ao leste e os Alpes no sudeste. Et cette situation en France va expliquer que nous sommes sous l'influence de trois climats, un climat océanique, un climat méditerranéen et un climat continental. Tem também uma grande diversidade e riqueza de clima. Essa situação, essa localização, né, permite três tipos de clima: o clima oceânico, que vem do Atlântico, o clima mediterrâneo, que vem do mar Mediterrâneo, e o clima continental devido às montanhas. Et ça veut dire que nous allons avoir des hivers très froids, avec très souvent de la neige, des étés qui sont très chauds, hein, des automnes ensoleillés et des printemps pluvieux pour refaire les réserves hydriques. Isso quer dizer que os invernos vão ser bem frios, até com neve, o verão e o outono bem quentes e secos, e a primavera pluviosa. E é bom ter chuva na primavera, porque a videira vai poder fazer reservas hídricas, ela vai guardar água para a seca do verão e do outono. Et puis enfin, la raison pour laquelle nous sommes un vignoble pentu, c'est que nous sommes le piémont du Massif central. E vinhedo, uma região de vinhedos íngremes, porque está encostado no maciço central, né, que é essa montanha. Alors, je vous ai mis ici quelques photos pour que vous puissiez voir à quel point nous sommes pentus. Nous faisons partie des deux vignobles les plus pentus en France, avec l'Alsace, et les coteaux viticoles se situent entre 200 et 500 mètres d'altitude. Aqui essas fotos mostram bem como é vinhedo íngreme, como a gente já falou, como a Alsácia, ele é o segundo vinhedo da França mais íngreme, e as videiras, os vinhedos são plantados entre 200 e 500 metros, o que 500 metros é alto na França. La première raison pour laquelle nous effectuons les travaux manuellement, c'est que la mécanisation est impossible avec les pentes que nous avons dans le vignoble. Como se vê, né, o manejo da videira se faz manualmente, porque aqui seria impossível mecanizar. Alors le Beaujolais, c'est également deux cépages emblématiques que nous avons, hein, le Gamay noir et le Chardonnay. Vocês lembram, a gente falou, né, dos duas castas emblemáticas, o Gamay noir, tinto, Gamay tinto, e o Chardonnay. Et ces deux cépages, ils sont issus du même croisement qui s'est opéré dans la nature il y a très longtemps. E essas duas castas, tanto o Gamay do que o Chardonnay, são oriundos de um cruzamento que se fez naturalmente na natureza milhões de anos atrás. C'est un croisement d'un vieux cépage blanc qui n'existe plus, qui s'appelle le Gouais blanc, et le Pinot noir. É um cruzamento entre uma casta branca que não existe mais, que fazia parte que vivia na França, crescia lá, o Gouais blanc e o Pinot noir.
Ça veut donc dire que le Gamay noir est un cousin du Pinot Noir et que dans son ADN, on va retrouver des gènes de Pinot Noir. Isso quer dizer que o Pinot Noir e o Gamay são primos, né? E que a gente vai encontrar no Gamay alguns ADN, alguns genes do Pinot Noir. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit parce que ça explique la raison pour laquelle, lorsqu'un Beaujolais vieillit, il va prendre ses caractéristiques de Pinot Noir, à savoir des arômes de fraises des bois, des arômes kirschés ou bien des arômes de sous-bois. É importante a gente lembrar isso, porque quando o Beaujolais envelhece, ele começa a adquirir características do Pinot Noir, ou seja, aroma de morango do bosque, de ameixa preta e de sous-bois. De sous-bois quer dizer de folhas, um pouco de champignon, né? Et ce soir, on aura la chance de déguster un vin du millésime 2009, donc un vin qui commence à être ancien, et on va avoir ces notes de Pinot Noir qui se dégagent. E hoje vocês vão ter a chance, né, a oportunidade de provar um vinho, degustar um vinho de 2009, aonde justamente começa essa evolução, né? E vocês vão ver como faz pensar num Pinot Noir, pega as características do Pinot Noir. Alors le Gamay il est également cultivé dans le monde entier et on recense environ 36 000 hectares de vignes. O Gamay se encontra no mundo inteiro com 36 mil hectares de vinhedo. Alors on en a un peu partout en France, comme vous le voyez sur cette carte, mais on en a également un peu partout dans le monde. Como vocês viram no mapa, tem pouco na França toda, mas principalmente no Beaujolais, evidentemente, mas também no mundo inteiro, aqui em roxo no mapa. Vous voyez qu'il y en a un peu partout en Europe, un peu partout en Amérique et également en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Vocês veem que tem na Europa bastante, na América do Norte, América do Sul, África do Sul e Austrália, Nova Zelândia. Alors vous en avez au Brésil, hein, il y a deux entreprises qui ont vraiment développé ce cépage, c'est Miolo et Sauton. No Brasil temos, né, Gamay plantado, principalmente pela Miolo e pela Sauton. C'est un style de vin qui est fait comme le Beaujolais nouveau, hein, c'est-à-dire des vins légers, avec peu de couleurs et beaucoup d'arômes. É um estilo de vinho que é feito como o Beaujolais Nouveau. Ele é feito para ser bebido jovem, ele é leve, frutado e tem pouca cor. Et puis vous avez deux pays à l'heure actuelle qui s'intéressent fortement au cépage Gamay, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. E você tem dois países que até poucos anos atrás não tinham Gamay, começam a se interessar no Gamay, tem muito interesse ao Gamay, e a Austrália e a Nova Zelândia. Alors l'Australie, c'est un pays qui est de plus en plus chaud à cause du réchauffement climatique et elle s'intéresse à des cépages qui ont une acidité naturelle plus élevée que ce qu'elle cultive à l'heure actuelle. A Austrália se interessa ao Gamay porque com a mudança climática está cada vez mais quente o tempo, então ela precisa ter uns vinhos um pouco mais frescos, né? E o Gamay é muito bom para isso porque ele tem uma acidez natural elevada. Então os vinhos são frescos. Et puis la Nouvelle-Zélande, après avoir développé considérablement le Pinot Noir, le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, a décidé de s'intéresser au Gamay. E a Nova Zelândia, não sei se você sabe, tem excelente Pinot Noir e Sauvignon Blanc, e agora se interessa ao Gamay. Alors un autre point très important concernant les vins du Beaujolais, c'est que ce sont des vins qui sont tous d'appellation d'origine protégée. Uma outra coisa muito importante é que todos os vinhos produzidos na região do Beaujolais são denominações de origem protegida, AOP em francês, né? Donc, je vous ai dit qu'il y en avait 12 au total. La première, c'est l'appellation Beaujolais. La deuxième, Beaujolais Village. Et ensuite, nous avons les 10 crus dans la partie nord du vignoble. Como o Anthony falou, são 12 denominações, né? Então, a AOP Beaujolais no sul, a AOP Beaujolais Village ao redor dos crus e os 10 crus aqui no norte da região. Alors, dans le Beaujolais, nous avons deux types de vinification. L'un est majoritaire, c'est la vinification en grappe entière ou la vinification semi-carbonique. Tem tipo, e tem uma vinificação típica no Beaujolais, tá? Que é a vinificação de cachos inteiros. E uma outra que é a clássica,
normalmente a gente desengaça as uvas. Ces deux modes de vinification, ils sont utilisés soit dans le premier cas pour développer le côté fruité des vins, soit dans le cas d'une vinification traditionnelle à la bourguignonne pour développer le côté structuré du vin. Então, a vinificação típica do Beaujolais, né, traz muito frutado ao vinho, e a vinificação clássica, né, como na Borgonha, traz a estrutura. Et vous avez de plus en plus des viticulteurs qui associent les deux vinifications pour privilégier le côté fruité, mais également ajouter de la structure à leur vin. Então, cada vez mais tem vinheteiros que fazem com a mesma safra, né, uma parte numa vinificação típica do Beaujolais e a outra parte com uma vinificação clássica da Borgonha. Então, assim, faz uma assemblagem e tem os vinhos frutados e também com estrutura. Et vous verrez tout à l'heure, quand on dégustera les vins, on en a qui sont faits avec la macération semi-carbonique, donc ils sont vraiment sur le fruit. Et il y a un vin qui est fait à la bourguignonne, et là vous allez pouvoir apprécier la structure de ce vin. Então, quando a gente vai degustar, vocês vão poder ver isso. Tem vinhos que são produzidos exclusivamente com o método do Beaujolais, que se chama também vinificação semicarbônica, né? E que são muito frutados, e outro vinho que é vinificado como na Bourgogne, onde vocês vão poder ver a complexidade e a estrutura do vinho. Et la deuxième raison pour laquelle les travaux doivent être faits manuellement dans le Beaujolais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour faire cette vinification en grappe entière. E então a colheita tem que ser feita manualmente, justamente para poder fazer essa vinificação de cachos inteiros. Quelques autres informations sur le vignoble. Nous comptons à peu près 3000 exploitations viticoles dans la région, ce qui est beaucoup pour une petite région de 17 000 hectares. Agora, outros dados sobre a região vinícola são 3.000 propriedades, em média, né? E são muitas propriedades para uma região pequenininha de 17 000 hectares. Et vous voyez que la superficie moyenne par exploitation est de 10 hectares. E a superfície média de cada propriedade é de 10 hectares, o que é pequeno. Donc cette image de région qui produit des vins à une échelle industrielle est complètement fausse, et vous comprendrez aisément qu'avec une superficie moyenne aussi petite, on ne peut pas produire à une échelle industrielle. E então essa imagem, né, essa ideia de vinho industrial está começando a mudar, porque vocês entendem que é impossível fazer vinho, quantidade industrial de vinho em propriedades tão pequenininhas. Dans le Beaujolais, on a 25% de la production qui est vendue directement par les viticulteurs ou les caves coopératives. Et le Brésil est un marché typique pour ça, puisque la majeure partie de l'offre qui est vendue sur ce marché brésilien concerne des viticulteurs. 25% da produção do Beaujolais é vendida diretamente do produtor ou da cooperativa para o distribuidor, o importador, né? E no Brasil é o caso, a maioria dos vinhos que se encontram no mercado brasileiro vem vendido assim diretamente. Et puis ensuite, on a un tissu de négociants qui est très important. Et vous voyez ici, je vous ai mis quelques noms, on a de plus en plus de maisons bourguignonnes qui investissent dans le vignoble Beaujolais et qui ont donc un regain d'intérêt pour cette région. Os 75% restantes são vendidos através de negociantes, que são muito importantes no Beaujolais. E tem grandes maisons, casas de negociantes da Borgonha que estão investindo no Beaujolais, como Latour, a gente está vendo aqui, né? Latour, Drouin, Bouchard. On a même la maison Henriot, les Champagnes Henriot, qui ont investi à Fleury, ainsi que la maison Chapoutier, qui est très célèbre dans la vallée du Rhône, qui a investi l'an dernier dans le nord du vignoble. Os Champagnes Henriot também compraram propriedade em Fleury. E Chapoutier, que é muito conhecido no Ródano, né, comprou também o ano passado propriedades. Donc vous voyez, avec tout ce que je vous dis, on a un regain d'intérêt de ces négociants pour la région, on a un regain d'intérêt pour les journalistes,
Donc c'est une région qui est en pleine mutation à l'heure actuelle. Tudo isso para mostrar o quanto essa região agora está atraindo, né, de novo o consumidor através desses negociantes que vêm, né? Alors maintenant, quelques informations sur nos marchés export et sur le Brésil. Donc vous voyez que nos 4 principaux marchés sont le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Agora, algumas informações sobre os mercados na exportação. Quais são os países que compram mais Beaujolais? E o Japão, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá. Ces 4 pays, c'est à peu près 85% de nos exportations. Esses 4 países representam em torno de 85% das exportações. Mais le Brésil fait partie de nos marchés prioritaires, hein, c'est pour ça que je suis là, mais il ne représente que 0,3% de ce qu'on exporte à l'heure actuelle. É um mercado muito importante para o Beaujolais, o Brasil, é por isso que ele está aqui, mas até agora só representa 0,3% das exportações de Beaujolais, mas está aqui presente, né? Et si on regarde la répartition de nos ventes sur le marché brésilien, on voit que c'est un marché où l'on a principalement l'appellation beaujolaise, puisqu'elle représente 67% des ventes. On a ensuite les Beaujolais Village à 22%, et les crus se développent tout doucement à 11%. E essa aqui é uma imagem do mercado brasileiro. Então, a grande maioria, 67%, é de Beaujolais, né? 22% de Beaujolais Village, e os crus que estão se desenvolvendo aos poucos com 11%. Donc on a encore beaucoup de travail pour développer ce marché brésilien, pour faire en sorte que sa part de marché augmente, mais on a également du travail pour faire connaître aux consommateurs ce que peut réellement produire le vignoble et lui faire découvrir, je dirais, le haut de la gamme beaujolaise, à savoir les crus. A gente tem ainda muito trabalho, né, e muito potencial de trabalho aqui para aumentar o consumo do brasileiro, mas para isso ele tem que conhecer os vinhos, né? E principalmente conhecer os vinhos do cru, que são vinhos mais estruturados, mais complexos. Et ce soir, on dégustera un Beaujolais Village et 2 crus. E hoje à noite vamos degustar Beaujolais Village e 2 crus. Alors la bonne nouvelle sur l'année 2016 qui a commencé il y a quelques mois, c'est que par rapport à l'an dernier, qui a été une année compliquée pour nous à cause de la crise et à cause de la dévaluation du reais, les ventes sont de nouveau en nette progression. É uma boa notícia esse ano. Progrediram muito as vendas de Beaujolais nos 4 primeiros meses. O ano passado teve uma baixa muito grande, né, devido, a gente sabe, à crise que tem no Brasil e à devaluação do real, né? Alors, je voulais tout d'abord vous rappeler, vous donner quelques informations sur les derniers millésimes que nous avons eus dans le vignoble, qui sont tous des millésimes excellents. Esse aqui são as últimas safras de Beaujolais, de 2009 até 2015, que foram excelentes safras. Alors, ce soir, on va déguster 3 millésimes. Le millésime 2013, tout d'abord, qui est un millésime qui a une très belle structure, hein, une très belle longueur en bouche et qui a beaucoup de fraîcheur. Ensuite, le millésime 2014, qui est plus un millésime sur la finesse et sur l'élégance. Et en dernier, le millésime 2009, qui a été une année historique et d'anthologie dans le Beaujolais. Hoje à noite vamos degustar o milésime 2013, que é milésime que é muito aromático, tem bastante estrutura, dá estrutura ao vinho. 2014, que é milésime onde os vinhos são mais delicados, mais perfumados. E o 2009, que foi milésime extraordinário, histórico. Aí vocês vão descobrir o vinho com a gente. Alors, je classe les vins du Beaujolais dans 5 familles différentes, et ça permet, selon ses goûts, de s'orienter sur un type d'appellation. O Anthony classifica os vinhos, as apelações, as denominações de vinhos do Beaujolais em 5 famílias, que aí depende do tipo de vinho. Vocês vão poder. Esse aqui é para ajudar vocês, né, a decodificar e a poder apresentar o vinho que o cliente está procurando.
On a tout d'abord une catégorie de vins que l'on appelle des vins festifs, que l'on boit généralement au mois de novembre, qui sont sur le fruit, qui sont légers. Et là, nous avons les Beaujolais et les Beaujolais Village nouveaux. Então, primeiro temos os vinhos de festa, os vinhos fáceis, os vinhos muito frutados, né? Que se bebem, deliciosos, que se bebem no mês de novembro e até dezembro, e o Beaujolais e Beaujolais Village nouveau. Ensuite, si vous voulez des vins un peu plus structurés, des vins de garde qui sont toujours sur le fruit, des vins aromatiques qui ont un peu plus de structure que le Beaujolais nouveau, là, vous allez vous orienter sur des Beaujolais et des Beaujolais Village de garde, blanc, rouge et rosé. Para ter vinhos com um pouquinho mais de estrutura, mas continuando sendo muito aromático, muito frutado, né? E bem redondos, você vai se orientar para a denominação Beaujolais e Beaujolais Village, mas de guarda. Não são os Beaujolais Village para ser bebido jovem, são de guarda e são tintos, rosé e branco. Ensuite, si vous voulez des vins qui sont plus structurés, plus complexes, vous allez découvrir les crus à ce moment-là. Et là, on a 3 familles différentes. La première étant la famille des crus qui sont plus tendres que les autres, qui sont fruités, qui sont ronds en bouche. Se vocês estão procurando vinhos mais estruturados, mais complexos, aí você vai procurar os crus. Então, primeiro, se você quer um vinho mais tenro, redondo, frutado, você vai escolher esses 3 crus. Vas-y. Chirouble, Brouilly et Régnier. Ensuite, si vous recherchez des vins qui sont plus sur l'élégance, sur la finesse, des vins qui sont parfumés, là, vous allez en avoir 3 autres, que sont Fleury, Saint-Amour et Côte de Brouilly. Se vocês procuram vinhos mais delicados, mais perfumados, né, mais finos, aí você vai poder oferecer esses 3 crus, Fleury, Saint-Amour et Côte de Brouilly. Et enfin, pour les gens qui recherchent des crus qui sont sur la puissance, sur la structure, avec un grand potentiel de garde, là, vous aurez ces 4 crus, Juliena, Chéna, Morgon et Moulin à Vent. Agora, se vocês estão procurando vinhos que são mais intensos, né, mais potentes, com mais estrutura ainda, você vai propor Juliena, Chéna, Morgon ou Moulin à Vent. Et donc, pour vous faire découvrir cette diversité dont je vous parlais tout à l'heure, de styles de vin, on va vous faire déguster 2 vins qui sont aromatiques, fruités ce soir, un cru qui est un cru tendre, un cru fruité et rond, et un cru également qui est plus sur l'intensité, sur la puissance, et qui a un excellent potentiel de garde. Então, para ilustrar e para vocês descobrir toda essa diversidade de estilos, né, de vinhos do Beaujolais, essa riqueza, a gente vai degustar vinhos aromáticos, expressivos e macios, redondos, frutados, um Beaujolais Village, um cru tenro, redondo, frutado, que é o Régnier, né? E um cru mais intenso, mais potente, bem mais estruturado, que é o Morgon. O primeiro vinho que a gente vai degustar é um Beaujolais. Donc vous voyez qu'il se situe principalement dans la partie sud et la partie est du vignoble. Vocês veem que ele se situa essa apelação, essa denominação no sul e na parte leste do vinhedo, da região vinícola. Et dans cette aire de production, on a 72 villages qui peuvent prétendre s'appeler Beaujolais. E nessa área de produção tem 72 vilarejos que pode ter apelação Beaujolais. Dans cette aire d'appellation, on peut cultiver à la fois du gamay noir et du chardonnay, donc on peut produire les 3 couleurs de vin disponibles dans le vignoble. Na AOP Beaujolais pode ser plantado tanto o gamay noir do que o chardonnay, então a gente vai encontrar as 3 cores de vinho, tinto, rosé e branco. On a des sols ici qui sont principalement argilo-calcaires, avec un peu de granit, un peu de marne, donc on a généralement un style de vin qui est sur le fruit. Temos aqui solos argilocalcários com um pouco de granito, um pouco de marnas, mas então a gente vai ter vinhos mais redondos e bem frutados.
Ce sont des vins qu'on apprécie généralement dans leur jeunesse, mais qui ont un petit potentiel de garde de 2 à 3 ans. São vinhos que a gente pode beber jovem, mas que a gente pode guardar também durante 2 a 3 anos. Donc je vous propose qu'on commence par déguster ce premier vin qui est un Beaujolais. Alors avant toute chose, un vin, pour le déguster, on regarde ce qu'il y a dans le verre, on le sent pour voir les arômes qu'il a et on le déguste. Então, vamos descobrir esse vinho, degustá-lo. Primeiro, vinho, quando a gente degusta, a gente olha a cor, né? Depois vai sentir os aromas e depois vai colocar na boca. Donc, je vous montre la bouteille, que vous puissiez voir de quel vin il s'agit. Donc, c'est un Beaujolais qui est fait par un jeune vigneron négociant basé en Bourgogne qui s'appelle Laurent Chardini. Esse aqui é vinho, é Beaujolais produzido por jovem negociante que é instalado na Borgonha. C'est un vin du millésime 2014 qui fait 12 degrés d'alcool. É vinho de 2014 com 12% de álcool. Donc la première chose qu'on regarde, c'est la couleur pour voir un petit peu l'évolution du vin. A primeira coisa que a gente olha é a cor para ver a evolução do vinho. Donc là, vous voyez qu'on est passé d'une couleur un peu violacée, qui est typique d'un Beaujolais jeune, à une couleur plus rouge rubis. Aqui vocês veem uma cor vermelho rubi. Se ele fosse mais jovem ainda, ele seria púrpura. Então ele evoluiu já para o rubi. Donc on est sur un vin qui a presque 2 ans et qui commence à évoluer. Temos vinho que tem quase 2 anos e que começa a evoluir. Alors ensuite, au nez, ce qui se dégage tout d'abord, c'est que ce vin a énormément de fraîcheur. On a des petites notes mentholées qui se dégagent. No nariz, né, se sente vinho com muito frescor, com algumas notas mentoladas que chegam no nariz. Et puis vous avez ces arômes de petits fruits rouges comme la groseille ou la framboise. E aromas de pequenas frutas vermelhas, como a groselha, a framboesa. Et vraiment, ce qui se dégage, c'est ce côté fraîcheur. Realmente, o que a gente sente é esse lado do frescor, né? Esse frescor do vinho. Alors quand vous le dégustez, vous voyez qu'on a cette acidité, qu'on dit rafraîchissante. On a la bouche qui salive. Quando a gente degusta, tem uma certa acidez que é refrescante. A boca, estamos salivando, né? Isso aqui devido à acidez. Et c'est un vin qui a une belle intensité aromatique. On retrouve ces petits fruits rouges bien croquants en bouche. E na boca a gente reencontra, né, essas frutas vermelhas que a gente chama de crocantes, porque parece que elas são frescas na boca. Et puis ce qui est agréable, c'est la longueur en bouche qu'on a. On a des arômes qui durent longtemps. E tem uma persistência aromática no final da boca. Os aromas duram, persistem, né? Donc ça, c'est le genre de vin que vous allez pouvoir boire l'été, légèrement frais. Là, on est en hiver, donc on essaye de le boire à la température ambiante. Esse aqui é o tipo de vinho que pode se beber no verão, que se bebe muito facilmente no verão, porque é fresco. Agora, aqui no inverno já é um pouco diferente, mas no verão é um vinho de verão, né? Et ça, c'est ce que j'appelle un vin qui est très facile à boire. Vous pourrez le déguster tout seul à l'apéritif, ou bien le boire entre amis en dégustant une pizza ou des pâtes, par exemple. É um vinho muito fácil de beber. Você pode degustar ele assim por si mesmo, com amigos, né? Ou com uma pizza, por exemplo. C'est même le vin qu'on pourra déguster avec une salade de crudité. Quand il fait chaud, c'est parfait. Até mesmo com saladas, entrada, quando é quente, quando o clima é quente, perfeito. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier vin? O que vocês acharam desse primeiro vinho? Ele disse que o nariz é muito bom. Ok. Ça, c'est un Beaujolais, c'est l'entrée de la gamme beaujolaise. Esse aqui é Beaujolais, né? É a entrada de gama dos Beaujolais, é o vinho de base. On va maintenant passer au Beaujolais Village, qui est le milieu de la gamme du Beaujolais. Agora vamos provar, degustar o Beaujolais Village, que é o meio da gama, né? Se a gente fizesse uma pirâmide, na base tem o Beaujolais, depois tem o Beaujolais Village. Donc les Beaujolais Village, ce sont des vins que l'on trouve autour des 10 crus du Beaujolais.
Os Beaujolais Village, eles estão aqui em Saumon, eles cercam os crus du Beaujolais. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans l'aire d'appellation Beaujolais Village, on peut également cultiver à la fois du Gamay noir et du Chardonnay pour produire les 3 couleurs de vin. Tem 38 vilarejos, né, que pode ter o vinho que se chama Beaujolais Village. Village quer dizer vilarejo, tá? Et la grande différence par rapport à l'appellation Beaujolais, c'est tout d'abord la nature des sols et ensuite l'inclinaison des pentes. Então, aqui encontramos vinhos tintos, rosé e brancos, e a grande diferença entre o Beaujolais e o Beaujolais Village é que os vinhedos do Beaujolais Village são plantados em solos mais pobres. On a des sols très pauvres qui sont à base de granit et de roches volcaniques. Et donc ces sols pauvres, ils vont ajouter de la structure au vin par rapport au Beaujolais. Esses solos pobres de granito e solos de rochas vulcânicas vão trazer mais estruturas ao vinho. Mais estrutura. Donc je vous propose de déguster ce deuxième vin, Agora Beaujolais Village 2013. Vamos degustar esse segundo vinho, que é um Beaujolais Village 2013. Et le degré d'alcool est de 12,5. E aqui temos 12,5 de álcool. Donc on a un demi-degré de plus que le premier vin. Temos meio grau de álcool a mais do que no primeiro. Alors 2-3 informations sur la maison. C'est une vieille maison de négoce qui remonte à 1754. É um negociante muito antigo, né? Desde 1754 ele existe. Et elle appartient maintenant à une famille qui s'appelle la famille Barbet et qui est l'un des plus gros négociants présents dans la région du Beaujolais. E agora pertence a um outro negociante chamado Barbet, que é um dos maiores negociantes da região do Beaujolais. C'est un domaine qui appartient à ce négociant et c'est d'ailleurs une des tendances que l'on observe dans le Beaujolais, c'est qu'on a de plus en plus de viticulteurs qui deviennent des négociants et on a de plus en plus de négociants qui rachètent des domaines et qui deviennent viticulteurs. É uma propriedade, é um produtor, certo? Não é um negociante. Se encontra cada vez mais negociantes que produz também vinhos, né? E produtores que fazem o papel do negociante. Donc je vous propose de déguster ce deuxième vin et la première chose que vous allez noter par rapport au premier, c'est la couleur. Vamos degustar esse segundo vinho e a diferença que a gente nota primeiro é a cor. On a un vin qui a 1 an de plus d'âge, mais qui a nettement plus de couleur que le premier. Temos vinho que tem 1 ano a menos do que o primeiro, mas tem uma cor menos evoluída. Donc avec cette couleur, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de concentration dans le vin. Então, com essa cor, a gente pode pensar que vai ter mais concentração no vinho. Alors là, la première chose qui frappe lorsqu'on met son nez dedans, c'est ce côté parfumé et floral qui ressort. A primeira coisa que a gente nota quando a gente sente o vinho é o lado floral, né? Muito forte. Et la deuxième chose qui apparaît également au nez, c'est l'évolution. On commence à avoir des notes de pinot qui apparaissent, des notes un peu kirschées. E a segunda coisa, no nariz são notas de evolução, notas de pinot noir e notas de kirsch, né? De cereja preta no álcool. Et puis vous avez des petites notes minérales également qui là sont dues à la nature du sol, plus granitique. E tem notas minerais também, né? Mas que são devidas à natureza do solo granítico. Alors là encore, en bouche, vous avez beaucoup plus de matière que le premier vin et des tanins qui sont bien plus présents. Na boca você sente que tem mais matéria do que no primeiro e tem taninos que são presentes. Et vous avez toujours cette acidité rafraîchissante qui donne de l'équilibre au vin. Mas tem ainda essa acidez refrescante que equilibra o vinho. Vous avez la même typicité de fruits, c'est des petits fruits rouges, type groseille, type framboise. Você tem a mesma tipicidade de frutas vermelhas, groselha, framboesa. Et puis la finale est longue et on a ces tanins qui restent bien en bouche et qui apportent de la structure au vin. E a persistência aromática no final de boca é bem longa e tem pouco de taninos, mas que traz essa estrutura ao vinho. Et là, vous avez 2 exemples de vins qui montrent qu'on peut avoir de la structure avec des degrés d'alcool modérés.
E aqui temos dois vinhos que demonstram que a gente pode ter vinhos estruturados com grau de álcool moderado. Qu'est-ce qui a aimé ce vin? Vocês gostaram desse vinho? Et c'est là où on voit l'influence des sols sur la typicité du vin. Né? Aqui a gente percebe bem a influência do solo sobre a tipicidade dos vinhos. Alors on va maintenant passer Qu'est-ce que tu à voulais? nos deux crus. Agora a gente vai degustar os crus. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a 10 crus dans le Beaujolais. Como se falou anteriormente, tem 10 crus no Beaujolais. Ils sont tous situés dans la partie nord du vignoble et dans ces terres de production, on ne peut utiliser que le gamay noir. Como vocês veem, eles estão todos no norte da região e nessa área de produção só pode ser plantado o gamay noir. Donc ça veut dire qu'on ne va produire que des vins rouges. E só vai se produzir vinhos tintos. Alors les 10 crus, ce sont les fleurons de la production beaujolaise qui font partie des plus grands vins français. Os 10 crus, né, fazem parte dos vinhos do topo da pirâmide dos vinhos do Beaujolais e dos melhores vinhos franceses. Et ce sont des vins dans lesquels on va trouver de la structure, de la complexité, du fruit, des vins qui vont avoir également un long potentiel de garde. São vinhos onde a gente vai encontrar estrutura, complexidade, bastante frutado também, mas grande potencial de guarda. Et là, vous allez déguster deux styles différents de crus. Mas agora a gente vai degustar dois tipos diferentes de cru. Le premier sera plus sur le fruit et sur le côté tendre, et le deuxième, qui est plus ancien, sera un vin structuré et vinifié différemment. O primeiro vai ser mais tenro, mais delicado, e o segundo vai ter muito mais estrutura e complexidade. A gente vai ver também que ele foi vinificado diferente. Alors le vin qu'on va déguster maintenant, il est fait par une femme, une jeune femme qui a une trentaine d'années. Esse primeiro vinho foi vinificado por uma mulher jovem, dos 30 anos. Et elle a un tout petit domaine qui fait 5 hectares uniquement. E a propriedade dela é bem pequenininha, 5 hectares só. Mais son domaine est dans sa famille depuis plus de 200 ans, donc il y a une longue tradition viticole derrière. Mas essa propriedade pertence à família há mais de 200 anos, então tem uma longa tradição, né, vinícola. Elle privilégie les faibles rendements afin d'améliorer la concentration dans les vins. Ela privilegia os rendimentos baixos e assim tem mais concentração de matéria, de cor nos vinhos. Elle utilise la macération semi-carbonique en grappe entière et la durée de ses cuvaisons dure une dizaine de jours. Ela utiliza a fermentação típica do Beaujolais, né, com cachos inteiros, a semicarbônica, e a maceração na cuba dura em torno de 10 dias. Et ensuite, les vins sont vieillis plusieurs mois dans des cuves inox pour développer le côté fruité. E depois os vinhos são envelhecidos, criados durante vários meses em cuba de inox para desenvolver todo o lado frutado. Alors, je vais vous montrer la bouteille. Hein. Donc, c'est un régnier. Então é uma AOP Régnier e aqui o Antônio está mostrando a garrafa. Donc, millésime 2013 et c'est un vin qui fait 12,5 d'alcool. Safra 2013 e volume de álcool 12,5. Donc, regardons notre couleur déjà. Donc, on voit qu'on a une intensité un peu plus importante, un peu plus développée que sur les deux vins précédents. Vamos primeiro olhar a cor, né? A gente vê que a intensidade é um pouco maior do que nos dois vinhos anteriores. Mais on a une couleur qui reste relativement jeune. On est sur des teintes rouge rubis. Mas a cor é jovem ainda, vermelha ruby. Au nez, vous voyez qu'on a tout de suite plus de structure que les deux vins qu'on a eus précédemment. A estrutura já sente no nariz, né? Que ele tem mais estrutura do que os dois vinhos anteriores. On a un vin qui a beaucoup d'intensité olfactive. Temos vinho que tem uma bela intensidade no nariz, olfato. Et là, vous avez de beaux arômes de fraises qui ressortent. E aqui encontra-se belos aromas de morango que aparecem. Et puis on a ces petites notes minérales qui sont typiques de Régnier qui apparaissent. E
tem algumas notas minerais que são típicas dessa denominação Régnier, que a gente pode notar. Et globalement, on a un nez qui a beaucoup d'intensité, qui est très agréable, qui donne envie de boire le vin. Globalmente, a gente tem um nariz que tem bastante intensidade, que é muito agradável e que dá vontade de beber o vinho. Alors en bouche, vous voyez qu'on a cette structure, on a ces tanins qui apparaissent. Na boca, pardon. Ce sont des tanins qui sont très soyeux, très bien intégrés. Na boca a gente sente essa estrutura, esses taninos, mas são taninos bem sedosos, né? Bem integrados. Et là, on a de l'amplitude en bouche, on a beaucoup de rondeur également. On sent que c'est un vin qui a été fait par une femme. E na boca a gente tem uma bela amplitude, ele é bem redondo, né? Sente que esse vinho foi feito por uma mulher. On n'a rien qui est agressif au palais, on sent que tout est bien intégré et fait un ensemble très harmonieux. Nada é agressivo na boca, né? Tudo é muito harmonioso. Et la différence par rapport au Beaujolais Village qui était un tout petit peu plus dur, là on a beaucoup de rondeur. Vocês veem a diferença com o Beaujolais Village, que era um pouquinho mais duro, aqui é muito redondo. La finale également est très longue, hein. On a des arômes qui restent vraiment en bouche. E na final é muito persistente, é muito longa, fica muito tempo na boca. Donc vous voyez qu'on va crescendo dans le style de vin que l'on déguste. On a commencé avec un vin qui était vraiment sur le fruit, qui était pas léger mais facile à boire. Et puis là on arrive à des vins plus structurés qui deviennent plus sérieux. Vocês veem que tem um crescendo na nossa degustação. Começamos com o vinho frutado, com leve, com o corpo médio, e agora a gente está indo cada vez mais em vinhos mais sérios, né, com mais estrutura e mais complexidade. Donc on va passer au vin suivant que l'on vous sert, qui est un Juliena du millésime 2009. Agora vamos passar no vinho seguinte, que é um Juliena 2009. Então esse vinho tem quantos anos? Quase 7 anos, né? Vindima na França se faz em setembro. Então esse vinho vai fazer quase 7 anos. Vai fazer 7 anos. Donc vous avez les caractéristiques à l'écran de ce que produit l'appellation Juliena. Ce sont généralement des vins qui sont très généreux, très amples en bouche. Você aqui, né, o Anthony, vocês podem ver na tela que são vinhos generosos, florais, frescos na boca e muito harmoniosos, os vinhos de Juliena. Et puis on a également, comme vous le voyez, une grande diversité de sols, donc on va pouvoir trouver des styles très très différents au sein de l'appellation. Tem uma grande diversidade de solos, o que quer dizer que mesmo dentro dessa denominação a gente vai encontrar vários estilos de vinhos diferentes. Alors quelques mots sur le producteur tout d'abord et sur le mode de vinification. Ici, on a une vinification qui est une vinification traditionnelle à la bourguignonne où les raisins ont été grappés. Algumas palavras sobre o produtor e o modo de vinificação. Primeiro, sobre o modo de vinificação. Aqui é uma vinificação do tipo da Borgonha, ou seja, diferente de tudo que a gente bebeu até agora, que era uma vinificação típica do Beaujolais. Aqui temos uma vinificação clássica, uma fermentação clássica, onde os cachos são desengaçados. Essa aqui é uma garrafa pesada, uma garrafa que a gente chama de premium. E o vinho faz 3 graus de álcool, 3% de volume de álcool. Alors le nom du vin est le suivant, domaine de Beauvernais. Et Beauvernais a une signification, il veut dire jolie colline. O nome do vinho se chama Beauvernais. E Beauvernais no Beaujolais significa colina bonita. Na velha língua, né, do Beaujolais, que não se fala mais. Et c'est un domaine qui est très ancien et qui remonte à 1838. É uma propriedade muito antiga, né, que foi fondada em 1838. Alors je vous disais que le vin avait été vinifié à la bourguignonne. On a donc éraflé les raisins et on va s'attendre à avoir un vin qui va être sur la structure.
d'autant plus qu'il a été mis en foudre de bois, en foudre de chêne, de 60 hectolitres pendant 9 mois. Então, como a gente soube, né, o Antoni falou para a gente que era uma vinificação clássica, tipo da Borgonha, com o desengaço das uvas, a gente vai imaginar que vai ter um vinho muito mais estruturado. E principalmente também porque ele passa depois de uma criação em tonel. Né? Tem a barrica de 200 e poucos litros e o tonel maior, bem maior. E os tonéis são de 60 hectolitres. Et durant 9 meses il ficou. Alors ici, on a un vin très intéressant qui est vraiment l'antithèse de ce que les gens imaginent du Beaujolais, à savoir un vin qui est très structuré, un vin qui a beaucoup de couleurs et un vin qui a évolué vers des notes de pinot noir. Aqui temos vinho muito interessante que quebra completamente os paradigmas, né? Imaginar esse vinho, o Beaujolais, né? Temos a antítese, ou seja, o outro tipo de Beaujolais com vinho muito estruturado, com muita complexidade, uma cor muito escura, né? E aromas que começam a adquirir, ou que adquiriu as caractéristicas do Pinot Noir. Alors, la première chose, mettez votre nez dedans et vous allez voir que c'est un vin qui a énormément de complexité et beaucoup d'arômes différents. Então, primeiro, vamos colocar nosso nariz na taça e perceber que é um vinho que tem muita complexidade, muitos aromas diferentes. Vous avez tout d'abord une intensité aromatique extraordinaire. On a une explosion de fruits au nez avec des notes de cerise à l'alcool, donc des notes kirschées, des notes de pruneau, des notes de fraises des bois. É uma intensidade impressionante dessas frutas, né, que chegam, essas frutas que é a cereja no álcool, kirsch, né, o morango do bosque e a ameixa seca. Et puis vous avez également beaucoup d'arômes floraux qui ressortent. C'est un nez qui est très envoûtant. Também um nariz muito encantador, né? Temos muitos perfumes florais ali. É difícil para nós reconhecer a flor, porque no Brasil a gente tem pouca flor que cheira, né? Que tem aroma, mas aqui tem flor. En France, on dirait que ce vin des arômes de pivoine. C'est des senteurs assez fortes et assez développées. Na França, diria que esse vinho tem aromas de peônia, que é uma flor que tem aromas bastante fortes, uma flor vermelha, púrpura ou rosa, mas tem aromas muito fortes. Alors vous voyez qu'on a un vin qui a 7 ans, mais on a encore énormément de structure. On a ces tanins qui apparaissent tout de suite en bouche. É um vinho que tem 7 anos, mas tem ainda muita estrutura e a presença desses taninos firmes ainda na boca. Et puis on a ensuite une explosion de fruits qui arrive dans un second temps dans la bouche avec des notes finales très fraîches, légèrement mentholées, des petites notes de thym également. Tem no final da boca de novo notas frutadas com alguns toques de mentolados, né, e de tomilho também. On a même des petites notes de réglisse en finale. Je ne sais pas si vous avez de la réglisse ici. Tem também algumas notas de alcaçuz no final. Donc là, vous avez vraiment un vin sérieux, ce que j'appelle un vin gastronomique. Vous avez beaucoup de structure, vous avez de la complexité, de l'intensité aromatique. Et on a presque l'impression d'avoir mis son nez ou d'avoir mangé un pot de confiture. Aqui temos vinho muito mais sério, né? Vinho gastronômico, vinho que tem complexidade, que tem estrutura, mas que ainda tem muita fruta, né? Tem frescor, mas tem muita fruta. Parece, diz o Antoni, que a gente botou o nariz num pote de geleia, né? Ou comeu uma colher de geleia. Donc je reviens à la question que je vous posais au début de notre rencontre. Qui pense encore que les vins du Beaujolais sont des vins qui sont jeunes et légers? O Antoni faz a pergunta, né, de novo, a mesma pergunta que fez no início da apresentação, e gostaria de saber se vocês vão responder da mesma maneira que responderam no início.
Se deu para entender que tem vários Beaujolais, uma grande diversidade, e não um tipo. Principalmente pelos brancos e os rosés, né? Que apesar de não ter tido a degustação, foi uma explicação ótima. Alors, pour avoir des blancs ou des rosés, j'aimerais bien aussi, mais il faut demander aux importateurs de décider de les vendre. Ele gostaria muito também de oferecer brancos e rosés, mas para isso tem que ter importadores que decidem vendê-los, né? Ou pelo menos cliente que decide beber.